La chute de Kurakovo pourrait bien dévoiler la face la plus crue de la guerre moderne. Ce nom, loin d'être anodin, incarne un point névralgique, une forteresse logistique sur laquelle repose l'équilibre du front sud du Donbass. Ici, chaque route, chaque dépôt, chaque ligne tracée sur une carte décide du sort de milliers de vies en l'espace de quelques heures. La ville elle-même oscille entre bastions et pièges. Elle attire les espoirs et broie les certitudes. Ce qui s'y joue dépasse de loin ces rues. Quand Kurakovo vacille, c'est tout le secteur, de Pokrovsk à Ougledar, qui tremble. En un battement, la cité devient l'épicentre d'un engrenage de destruction. Les décisions prises dans l'ombre, les ruptures d'approvisionnement, les replis précipités, chaque mouvement pèse sur le fil de la victoire ou de la défaite. Refuser de voir cette réalité, c'est ignorer le coût humain de chaque choix stratégique. À Kurakovo, l'écho de la guerre moderne se fait entendre dans chaque ruine, chaque silence imposé. Pour saisir l'ampleur de ce qui s'est joué, il faut revenir sur les origines du siège qui a fait de cette ville un enjeu vital. Comment Kurakovo est-elle devenue la clé de voûte de tout un front? Pour le comprendre, il faut remonter au mois précédent l'assaut. Qu'est-ce qui rend Kurakovo presque intouchable? Ce n'est pas qu'un point sur une carte. C'est le verrou du front sud, une forteresse posée sur l'eau et le charbon, d'où dépend la survie de milliers de soldats. Au nord, un barrage colossal forme un lac artificiel, obstacle liquide que rien ne traverse aisément. Juste à côté, la centrale thermique Tech dresse ses murs de béton, insensibles aux obus ordinaires. Autour, un enchevêtrement de tranchées et de mines quadrille la zone, offrant une défense dont d'autres secteurs ne peuvent que rêver. Prenons un instant pour imaginer cette forteresse. Imaginez des kilomètres de barbelés, des lignes de défense successives, des bunkers camouflés et des champs de mines posés minutieusement. Ailleurs, des villes comme Verdun ou Sébastopol ont aussi été des symboles de résistance, mais ici, la topographie fait de Kurakovo un bastion presque mythique. Pourtant, chaque forteresse cache une faille. À Kurakovo, tout tient à l'arrière. Une seule route principale serpente à travers la zone, constamment pilonnée, transformée en couloir de feu. Si elle tombe, plus de munitions, plus de vivres, plus de renforts. L'isolement devient total. La défense entière dépend de ce mince filet logistique. Mais chaque jour, le flux ralentit. Les stocks fondent, les rotations se raréfient. La peur s'installe. Les premiers ordres désespérés fusent. La garnison s'effiloche. Certains tiennent jusqu'à l'épuisement, sachant que la relève ne viendra plus. Perdre Kurakovo, ce n'est pas abandonner un simple village, c'est ouvrir la brèche dans tout le front sud, condamner des milliers d'hommes à la débâcle et laisser le désastre humain et militaire s'abattre. Ici, chaque heure arrachée, chaque camion passé pèse le poids d'une vie. Mais comment en est-on arrivé là? Pour comprendre la scène qui se joue, il faut remonter aux origines de la forteresse et à ses failles enfouies. Quand la science de la guerre se heurte à la réalité du terrain, tout peut basculer d'un instant à l'autre. Autour de Kurakovo, la crise s'accélère. Au nord, c'est la manœuvre du SERP. De petites équipes, 5 à 7 soldats, se glissent entre les arbres et les ruines, infiltrant les défenses avec une précision chirurgicale. Pas de colonnes massives, juste des frappes rapides, ciblées, pour isoler chaque point clé. Le plan est implacable. Couper, étouffer, puis asphyxier le centre de la garnison en sectionnant chaque ligne de ravitaillement, une à une. Prenons un exemple historique. À Stalingrad, pendant la Seconde Guerre mondiale, les Soviétiques ont utilisé des tactiques similaires, infiltrant l'ennemi par petits groupes, sabotant l'approvisionnement, créant une pression constante jusqu'à l'effondrement du moral adverse. À Kurakovo, la même logique est à l'œuvre, mais amplifiée par la technologie moderne. Au sud, le marteau s'abat. L'artillerie pilonne sans relâche, détruisant dépôts et batteries, massacrant tout ce qui tente de riposter. Ensuite, des groupes motorisés foncent à travers la steppe, surgissant à moto ou en buggy, semant le chaos avant de s'enfoncer dans l'arrière. Leur but, prendre les collines, mettre la centrale thermique sous le feu, briser le cœur énergétique de la défense locale. La logistique s'effondre. Les routes principales deviennent des pièges mortels, constamment sous le feu ou minés. Restent les pistes de terre, dévastées par la pluie et la boue. Les blindés s'y enlisent, les convois s'immobilisent, parfois détruits avant d'atteindre la garnison. Les évacuations virent à la mission suicide. Chaque tentative de ravitaillement coûte plus cher en vie, tandis que les réserves fondent heure après heure. La technologie, elle aussi, fait irruption. La guerre électronique brouille tous les signaux. Plus de drones fiables, plus de transmissions sûres. Les défenseurs perdent la vue et l'ouïe, aveuglés dans un brouillard total. L'ennemi frappe dans l'incertitude, profitant du chaos pour s'insinuer toujours plus loin.
Pour illustrer cette perte sensorielle, rappelons-nous d'autres sièges modernes. À Mossoul, en Irak, les forces irakiennes ont perdu leur supériorité technologique quand les radios ont été brouillées par l'État islamique, semant la panique dans les rangs et provoquant des pertes massives. Le moral s'effondre. La discipline craque, certains désertent, d'autres pillent pour survivre. Les chaînes de commandement se brisent, aucune information fiable ne circule plus. Des percées désespérées sont tentées, mais se heurtent à l'inconnu. L'espoir d'une évacuation ordonnée disparaît, remplacé par la certitude d'être abandonnée. Sous la pression, la garnison ne vit plus qu'au rythme des bombardements et des alertes. L'attente d'un miracle s'efface, remplacée par l'épuisement, la résignation. Chaque minute sans secours rapproche du point de rupture. Pour les défenseurs, le calcul devient glaçant. Perdre la logistique, c'est perdre toute chance de tenir. Ici, la bravoure ne pèse rien face à la mécanique froide de l'encerclement. Survivre un jour de plus coûte des dizaines de vies. Céder, c'est risquer un désastre plus vaste encore. Mais derrière ces chiffres et ces manœuvres, ce sont des êtres humains qui vacillent, broyés par la logique impitoyable du siège. Comment en est-on arrivé là ? Jusqu'où pousser le sacrifice lorsque tout semble perdu ? Alors que la défense s'effondre lentement et que l'étau ennemi se resserre, le commandement n'a plus qu'une option, la tactique de la terre brûlée. Le plan Neptune prend tout son sens. Retourner la géographie contre l'envahisseur, même s'il faut sacrifier ses propres soldats et civils. Au cœur de ce pari désespéré, un objectif clair, saboter le barrage. L'eau, jadis protectrice, devient arme de destruction massive. Des équipes d'ingénieurs et de soldats placent des charges avec la certitude que la crue submergera aussi bien les tranchées adverses que les villages alliés, avalant amis et ennemis sans distinction. Remontons dans le passé. Lors de la Seconde Guerre mondiale, l'URSS a fait exploser le barrage du Dniepr pour ralentir l'avancée nazie, provoquant des inondations catastrophiques. Des dizaines de milliers de civils et de soldats ont péri. L'écosystème local a été détruit pour des décennies. À Kourakovo, l'histoire semble se répéter, la technologie rendant chaque décision plus létale. La décision est prise dans un froid calcul. Il ne s'agit plus de gagner, mais de retarder, ne serait-ce que de quelques heures, quitte à sacrifier des milliers de vies et un écosystème irremplaçable. Les généraux savent que ces instants arrachés pourraient permettre d'évacuer des civils ou de réorganiser la ligne de repli. Mais à quel prix ? L'ordre tombe à l'aube, faire sauter les vannes. L'eau s'engouffre, irrésistible, engloutissant tranchées, routes, dépôts de munitions et abris improvisés. C'est le chaos. Des soldats coupés de leurs unités tentent de fuir dans la boue, tandis que les civils, pris au piège, cherchent refuge dans des caves inondées. La panique efface l'organisation. L'espoir se dissout dans la vase. Sur le terrain, le résultat est sans appel. L'avancée ennemie est freinée de quelques heures seulement. Mais le coût humain et écologique est démesuré. Des quartiers entiers disparaissent, la réserve d'eau potable est souillée et la garnison n'a plus ni ravitaillement ni issue de secours. La logistique s'effondre sous le poids du désastre. Les convois humanitaires ne passent plus, la coordination s'évapore. Les tentatives de percée échouent, faute de renforts et d'itinéraires praticables. Petit à petit, le piège se referme, condamnant les défenseurs à l'isolement, à la reddition ou à la mort. Choisir la terre brûlée, c'est accepter de brûler son propre avenir, sa réputation, parfois jusqu'à son propre camp, pour quelques heures de sursis. Ici, la guerre efface les héros. Elle ne laisse que des ruines et des fantômes. Quand il ne reste plus rien à défendre, que peuvent encore tenter ceux qui sont enfermés dans la place ? La bataille touche à sa fin, mais la tragédie ne fait que commencer. Alors que l'ordre ancien s'effondre, un autre dilemme s'impose. Que signifie survivre dans un paysage ravagé, sans espoir de renfort ? Les survivants doivent désormais faire des choix impossibles, entre la fuite et l'abandon. Ce n'est pas un récit de héros. Ici, tout n'est que calcul, ruine et cynisme militaire. Pour mieux comprendre, prenons le cas de la chute de Dien Bien Phu en Indochine. Encerclés, coupés du monde, les défenseurs français ont dû choisir entre mourir sur place, tenter des percées suicidaires ou se rendre. Chaque option portait son lot de souffrances et de dilemmes moraux, exactement comme à Kourakovo. Kourakovo n'est plus qu'un nom effacé, une ombre sur la carte. Ce carrefour vital du sud du Donbass n'est désormais composé que de gravats, figés dans la mémoire de ceux qui ont tout perdu. L'effondrement du front n'a rien d'une percée flamboyante. Au contraire, la défense s'est dissoute en poches éparses, chaque groupe luttant pour sa propre survie. La discipline s'est volatilisée et l'ordre s'est brisé. L'homme n'est plus soldat, seulement survivant. Aucune pitié n'a adouci la chute.
Les corridors humanitaires ont été refusés, les négociations avortées avant même d'exister. Ici, la guerre va jusqu'au bout, sans compromis. Le calcul militaire ne laisse aucune place à la compassion. Les derniers instants se vivent dans les communications hachées, les voix perdues sous le vacarme. Les rapports n'évoquent que chaos, plus de coordination, plus d'espoir. Les morts ne seront pas récupérés. L'oubli de leur corps révèle la réalité crue. La guerre moderne, c'est aussi l'abandon. La ville, jadis rempart et symbole, n'est plus qu'une balafre muette. La victoire ici n'est que tactique, arrachée au prix de centaines de vies et d'un espoir anéanti. Mais la défaite livre toute une région, routes et arrières, à l'ennemi. Ne pas retenir la leçon de Kourakovo, c'est ignorer comment la guerre moderne broie tout, hommes, ville, espoir. Ici, la bravoure s'efface devant la mathématique froide où la logique des stocks dicte le destin. Le sort de Kourakovo préfigure une nouvelle ère de conflit, où la stratégie prime sur l'humanité. Ce n'est que le début d'un engrenage plus vaste qui va bouleverser l'équilibre de tout le front. Kourakovo, plus qu'une défaite, un avertissement que la guerre change de visage. On pourrait croire à un épisode tragique de plus, noyé dans la litanie des batailles modernes. Mais ici, la guerre a révélé sa vraie nature, froide, méthodique, presque impersonnelle. Fini le temps des épopées et des discours galvanisants. Ce qui compte désormais, c'est la logistique, la technologie, et la capacité à survivre à une mécanique sans émotion. La chute de Kourakovo n'est pas venue d'un hasard cruel, ni d'un manque de courage. Elle est née d'un engrenage implacable. Ravitaillement coupé, communication brouillée, routes dévastées, drones aveugles, terrain piégé. Quand chaque décision, prise loin du front, pèse plus lourd que 100 actes de bravoure, la logique glacée du conflit s'impose. Ignorer cette réalité, c'est s'exposer à répéter les mêmes erreurs, à croire qu'un dernier sursaut suffira à inverser la marée. Pourtant, chaque bataille se gagne ou se perd d'abord sur l'équilibre fragile des ressources, des réseaux, de la capacité à voir plus loin que la prochaine attaque. À Kourakovo, des milliers de vies ont été broyées entre les mâchoires de la guerre moderne. Ce n'est pas seulement une forteresse qui a cédé, mais tout un système miné par l'usure et l'isolement. L'enseignement, c'est que l'inhumanité de la guerre ne se mesure pas seulement en morts, mais dans la répétition froide des mêmes failles, des mêmes abandons. Fermer les yeux sur cela, c'est déjà accepter la prochaine défaite. À chaque génération, la tentation du récit héroïque revient, masquant la réalité des souffrances, des pertes, des abandons. Mais comprendre Kourakovo, c'est refuser l'illusion. C'est regarder la guerre telle qu'elle est, brutale et indifférente au sacrifice humain. Les leçons à tirer de Kourakovo sont nombreuses. Premièrement, la supériorité logistique prévaut sur la bravoure individuelle. Deuxièmement, la technologie, si elle est à mal employée ou neutralisée par l'ennemi, peut devenir un piège mortel plutôt qu'un atout. Troisièmement, la communication fiable est la clé de la résistance. Sans elle, même la meilleure garnison s'effondre. Pour éviter de répéter les erreurs du passé, il est essentiel d'adopter des mesures concrètes. Par exemple, diversifier les axes logistiques, prévoir des itinéraires de secours, stocker des réserves en profondeur et entraîner régulièrement les troupes à agir en situation d'isolement. L'histoire militaire regorge de cas où la prévoyance a sauvé des vies. À Bastogne, lors de la bataille des Ardennes, des parachutistes américains ont tenu grâce à des dépôts cachés et à des transmissions de fortune. En outre, il convient d'analyser systématiquement les échecs, de tirer des enseignements de chaque siège, chaque bataille, chaque repli. Les armées modernes doivent intégrer une culture de retour d'expérience, où chaque erreur n'est pas une faute, mais une opportunité d'amélioration. Peut-être l'histoire retiendra-t-elle la chute de Kourakovo comme une simple défaite. Mais pour nous, c'est un signal d'alarme. La prochaine bataille ne se jouera pas sur des promesses ou des symboles, mais sur la lucidité, la préparation et la capacité à apprendre. C'est à ce prix, et à ce prix seulement, que l'on pourra espérer briser l'engrenage aveugle de la guerre. En somme, Kourakovo n'est pas qu'un drame du présent. C'est une leçon pour l'avenir. La guerre moderne ne pardonne aucune faiblesse. Seule la lucidité, la préparation et la capacité d'adaptation permettront de survivre à la prochaine tempête. Et c'est cette lucidité, plus que jamais, qu'il nous faut cultiver.